La circulation accrue des personnes invite aujourd'hui à poursuivre le questionnement sur l'émergence d'un droit véritablement européen de la famille. S'il n'est pas à ce jour réalisé, les influences croisées de la CEDH et du droit de l'Union européenne abreuvent le renouvellement des droits nationaux dans le sens d'une plus grande convergence. Plus spécifiquement, à l'échelle de l'Union européenne, le dynamisme de la liberté de circulation et la vigueur des droits fondamentaux contribuent à favoriser la constitution de familles à dimension européenne. Les institutions témoignent également d'un réel intérêt pour le rapprochement du droit privé des États membres, non sans une certaine résistance de ces derniers. Un modèle européen de la famille ne peut pas s'imposer dans le cadre de l'Union européenne, d'abord parce que l'UE n'a pas de compétences en la matière. Certes, certaines bases juridiques peuvent être détournées pour contribuer à définir la notion de conjoint, par exemple, mais l'action de l'UE ne peut être que parcellaire et sectorielle. Un modèle européen proposé et non contraint peinerait également à devenir effectif, puisqu'en matière familiale, le compromis entre les législations que nécessite un modèle commun s'acclimate mal avec l'ancrage national de la matière. L'uniformisation du droit européen pourrait alors passer par des principes communs. On pense par exemple à la nécessité de prévoir un statut pour les couples de personnes de même sexe ou de consacrer un lien de filiation entre la mère d'intention et l'enfant né d'une gestation pour autrui, côté CEDH. Si un droit matériel uniforme est pour l'heure un échec, l'harmonisation conflictuelle, largement réalisée en matière familiale avec le foisonnement de règlements, présente elle aussi des limites. Si l'adoption de règles de conflit communes permet d'articuler les droits nationaux entre eux, elle a pour vertu et pour limite d'en préserver la diversité. Les règlements européens, loin de contribuer à une harmonisation matérielle, protègent au contraire la diversité des législations nationales, notamment par les dispositions permettant la mise en œuvre des lois de police ou de l'exception d'ordre public. Toutefois, ils contiennent des dispositions ponctuelles qui témoignent de principes communs. Ainsi en va-t-il du droit au divorce, par exemple, consacré par l'article 10 du règlement Rome III. Mais les principes communs qui émergent à la fois des textes et des jurisprudences de la Cour européenne et de la Cour de justice sont trop diffus pour permettre de constituer un socle pour l'édification d'un droit européen de la famille. À défaut d'un véritable droit européen de la famille, il existe un ensemble de solutions prétoriennes aux problématiques familiales qui peuvent constituer le terreau d'une nouvelle méthode de construction de ce droit européen de la famille. Si cette méthode constitue un recul certain par rapport aux méthodes traditionnelles de rapprochement des législations, et ce pour mieux ménager les susceptibilités étatiques, elle n'est pas pour autant dépourvue d'intérêt. La méthode heuristique du discours emportera des progrès sensibles, mais sur le long cours. Cette méthode consiste à discuter les droits nationaux de la famille dans leurs interactions entre eux et avec les sources européennes du droit. Il s'agit, à défaut de s'entendre sur le fond, de s'accorder sur le raisonnement qui préside à l'application pluraliste des règles qui, directement ou indirectement, ont trait au droit de la famille. Une première grammaire suffisamment souple existe d'ores et déjà à cette fin. C'est celle qui est née de l'interprétation des droits fondamentaux qu'ont en commun les ordres juridiques nationaux et supranationaux en Europe. Elle peut constituer un point de départ. Mais le discours ne portera pas sur les influences descendantes ou ascendantes. Il a pour objet les influences croisées de ces différentes sources entre elles au regard des faits. Le discours doit dès lors être un exercice dans lequel, à partir d'une situation concrète, l'ensemble des règles des droits nationaux et supranationaux sont mises en rapport les unes avec les autres. Il s'agit de donner ainsi à voir l'ensemble des arguments qui pourraient être invoqués pour parvenir à une solution ou à une autre. Le discours doit ainsi demeurer casuistique. Il ne s'agit pas de tracer une ligne claire, mais de fournir une boussole, de donner un instrument propre à l'orientation dans ce qui apparaît parfois comme un magma normatif. Sur le long cours, le discours pourrait ainsi devenir un outil média de rapprochement des droits de la famille. Il s'en dégagera non pas des principes généraux, qui sont peu opératoires dans une matière où sont attendues des solutions pratiques
au regard de l'emprise des faits et de leur grande diversité, mais il s'agira de principes fonctionnels, comme c'est le cas dans la common law, c'est-à-dire de principes qui s'inscrivent dans une optique de legal reasoning from case to case. Pour chaque cas discuté, une ratio decidendi pourrait se dégager, qui pourra ensuite avoir vocation à s'appliquer dans une affaire où les faits sont identiques, sous réserve de la diversité induite par les droits nationaux.